Bonjour, bienvenue sur Maths en tête, le podcast de vulgarisation mathématique pour tous. Dans le courrier des lecteurs de la semaine, Patrick B m'écrit « J'adore regarder des vidéos de poker où on mélange des paquets de cartes. Ça et les vidéos de LOLCAT, c'est mon petit péché mignon. Mais est-ce qu'il y a des maths derrière le mélange des jeux de cartes ?» Bon, j'ai été voir ça, Patrick, et c'est vrai qu'il y a quelque chose d'hypnotique là-dedans. Ça a un côté satisfaisant, comme certaines vidéos virales des réseaux sociaux. Et est-ce qu'il y a des maths dans la manière de mélanger un paquet de cartes ? Oui. Générique. Commençons par un constat implacable. Mélanger un paquet de cartes et obtenir ces cartes dans le même ordre 2 fois de suite est hautement improbable. Comprenez par là que la probabilité est pratiquement nulle. Bon, dans le langage courant, on dirait que c'est impossible. C'est pas possible, c'est possible. Pourquoi donc ? Comptons le nombre d'ordres possibles sur un jeu de 52 cartes. 52 possibilités pour la première carte, 51 pour la deuxième, 50 pour la troisième, etc., etc., etc. Régi par le principe multiplicatif, on a donc 52 fois 51 fois 50 fois etc. etc. fois 2 fois 1 possibilités. En maths, on a un symbole pour ça, c'est la factorielle. On écrit 52 factoriel, 52 avec un point d'exclamation. 52 factoriel, c'est le nombre de permutations d'un ensemble à 52 éléments. Et ça vaut énormément, bien sûr. Ça vaut environ 8 fois 10 puissance 67. Un 8 avec 67 zéros derrière. Un nombre vertigineusement astronomique. Juste pour la comparaison, 10 milliards de fois plus que d'atomes dans notre bon vieux système solaire. Waouh! Autant dire que ça semble peu probable de réussir à tomber 2 fois sur la même combinaison en battant les cartes convenablement. Mais justement, ça veut dire quoi convenablement ? Y a-t-il de bonnes et de mauvaises manières de battre un jeu de cartes ? On dénombre énormément de façons de battre un jeu de cartes. Il y a la méthode en rafale, appelée aussi méthode américaine, où on sépare le paquet aléatoirement en 2 petits paquets qu'on pose sur la table côte à côte et qu'on intercale progressivement l'un dans l'autre, vous savez, avec le petit bruit de mitraillette, d'où mon rafale d'ailleurs. Il y a la méthode française, ou la méthode classique, qui elle consiste à prendre le paquet dans le creux d'une main et à constituer de petits paquets de l'autre main qu'on vient intercaler dans le principal. On parle de la méthode classique, oui. Bon, et puis il y a la méthode de la salade, efficace mais peu classe. On étale toutes les cartes sur la table, face cachée bien sûr, et on les mélange aléatoirement. En plus, chaque technique a ses variantes. Ça fait au final beaucoup de façons de battre les cartes. Mais certaines sont plus pertinentes que d'autres, car la priorité reste d'essayer d'obtenir le mélange parfait, en un minimum de temps, et ce, sans découvrir les cartes bien sûr. Mais c'est quoi ça, un mélange parfait ? En mélangeant le paquet, on injecte de l'aléatoire dans l'ordre d'apparition des cartes. Si tous les ordres possibles ont la même probabilité, on dira que les cartes sont parfaitement mélangées. Comment faire ça ? Rien de plus simple à concevoir. On étale toutes les cartes face cachée, on en prend une au hasard qui deviendra la première du paquet. Puis on en prend une deuxième au hasard qui deviendra la deuxième, et ainsi de suite. Donc en théorie, ça marche. Mais en pratique, vous imaginez ça à chaque jeu, c'est insupportablement long. Question, comment optimiser, niveau temps et efficacité, la façon de procéder pour garder un mélange parfait, ou en tout cas s'en approcher suffisamment pour que le mélange ne permette pas de deviner qui a quelle carte. Selon Dave Bayer et Percy Diaconis, 2 chercheurs du département de mathématiques de l'Université de Columbia, on peut optimiser le mélange en appliquant la méthode américaine au moins 7 fois. 6 fois n'est pas assez, et au-delà de 8, ça perd un peu de l'intérêt. C'est assez surprenant comme résultat. Et c'est de loin le meilleur compromis en plus, les autres méthodes étant beaucoup moins efficaces.
Avec la méthode française, par exemple, il faudrait répéter l'opération 10 000 fois pour obtenir à peu près le même résultat. Bon ben voilà, vous savez quoi faire pour votre prochaine partie de cartes. Méthode américaine, 7 fois de suite, pas une de plus. Au-delà de la blague, le sujet est très sérieux. Il faut voir plus loin que le paquet de cartes. On parle ici d'état d'équilibre de processus aléatoires. Tous ces processus tendraient vers un tel état. Par exemple, lorsqu'un paquet de cartes est parfaitement mélangé, il reste parfaitement mélangé si on rebat les cartes. Toute une frange de la recherche mathématique étudie depuis les années 80 les meilleures façons d'optimiser l'accès à ces états d'équilibre et de stabilité des systèmes. On cherche à savoir au bout de combien de temps le système sera proche de l'état d'équilibre si on part d'un état quelconque. À quoi ça sert, me direz-vous? Par exemple, pour détecter, identifier et retrouver des nœuds du réseau Internet, on utilise justement des algorithmes aléatoires. Le temps nécessaire pour que ces algos identifient ces carrefours importants du net devient alors un point crucial. Et chose surprenante pour nos cartes, mélanger plus de 6 fois est indispensable, mais au-delà de 8, ça devient inutile. La transition, elle est soudaine et pas forcément encore bien comprise. Le sujet est donc pris très au sérieux, car, comme souvent, au-delà de l'anecdote, les applications peuvent être nombreuses dans des domaines assez éloignés. Voilà, c'est la fin de cet épisode et comme toujours, j'espère qu'il vous aura intéressé. N'hésitez pas à parler du podcast autour de vous, c'est important pour continuer à faire grandir cette émission, à faire en sorte que les maths débarquent de manière inattendue chez d'autres auditeurs. Abonnez-vous si ça n'est pas déjà fait et laissez-moi les 5 étoiles de votre appli d'écoute pour encourager mon travail de vulgarisation. Bon allez, prenez soin de vous et à très vite pour de nouvelles aventures mathématiques.